Donc bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce FryDev. Aujourd'hui on reçoit Antoine Creuset. N'hésitez pas à Salut poser... Aurélien. Salut Antoine. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va commencer par une petite partie interview comme d'habitude où je vais lui poser quelques questions et après on répond à tout ce que vous voulez. Donc Antoine, bienvenue au FryDev. Première fois pour toi, même si c'est pas la première fois que tu es sur Trying Dev non plus. Dis-nous un peu qui tu es, quelles études tu as fait, qu'est-ce qui te passionne dans l'informatique, et ce sera déjà pas Ok, mal pour commencer. ouais. Alors écoutez, bonjour à tous. Peut-être que vous m'avez déjà croisé. J'ai déjà réalisé quelques lives en effet pour Training Dev, mais c'est mon premier FryDev. Donc moi, c'est Antoine. J'ai fait des études d'ingénieur en sécurité informatique, études de 5 ans qui se terminent aujourd'hui. Ça y est, j'ai fini. J'ai fini aujourd'hui Félicitations. mes études. Merci. J'attaque du coup la partie alternance, enfin stage à partir de lundi, dans une entreprise où je serai ingénieur en sécurité dans la partie recherche et développement. À côté de ça, je suis mentor pour Open Classrooms depuis 5 ans également et développeur web freelance. Pour Training Dev, j'ai déjà réalisé quelques cours pour notamment les technologies back-end PHP comme Laravel ou front-end comme Vue.js. Ce qui me passionne, alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est sécurité informatique, on l'aura compris. Tout ce qui est threat intelligence, donc c'est une partie de la sécurité informatique avec un petit peu de géopolitique, si on peut dire. Et puis, de manière générale, les nouvelles technologies. J'aime bien ça, même si je joue pas très souvent aux jeux vidéo. Donc, nouvelles technologies sont les jeux vidéo, disons. Ok. Et tu as déjà eu des expériences en entreprise, même si tu viens de finir tes Ouais, études. c'est ça. Donc, freelance depuis 5 ans, du coup, Mhm. depuis mes 18 ans. Donc, développeur web, j'ai réalisé plusieurs sites pour des clients, pour des PME notamment. Et puis, stage dans une entreprise de sécurité réseau l'année dernière et actuellement salarié en alternance dans la même entreprise en tant qu'ingénieur dans l'équipe Delivery. En gros, je développe des fonctionnalités supplémentaires pour des clients qui ont besoin de ces fonctionnalités particulières pour eux. Et donc, comme je le disais, à partir de lundi, je change d'équipe pour passer en R&D dans la sécurité. Ok. Et une question que je pose à tous ceux qui viennent au FryDev, si tu as suivi, tu sais ce que je vais te demander. Je suis mauvais élève, j'ai pas suivi. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon développeur? Un bon développeur. Un bon développeur, je pense que c'est quelqu'un de flexible qui se maintient à jour. C'est très important de se maintenir à jour. Qui connaît ses limites, qui connaît ses compétences et qui arrive à dire je ne suis pas compétent dans ce domaine-là et qui pour le coup est spécialisé. C'est-à-dire que on peut être développeur front, on peut être développeur back, mais on ne peut pas être développeur PHP, HTML, CSS, C, Python, Java, etc. Il faut être spécialisé, être très bon dans une technologie en particulier et pas avoir le melon et dire être bon partout. Donc si je résume, être flexible, c'est-à-dire savoir s'adapter aux besoins de chaque client, se tenir à jour des nouvelles technologies, des failles de sécurité, et puis être spécialisé dans un domaine. Très bien. Bon, je vais avoir fini pour mes questions, au moins que j'en ai d'autres qui me reviennent. Si vous, vous en avez, on vous écoute et on est prêt à y répondre en tout cas. Mm, tout à Euh, fait. alors il y a Médaillonné qui nous dit être touche à tout, mais bon, nulle part, je suis d'accord, mieux vaut avoir une spécialité. Alors C'est tout à fait contrairement à ça. moi, justement, qui suis bon partout, mais bon, ça c'est en toute modestie. Non, je plaisante. Moi, justement, je suis à la base développeur back-end, pas Node.js, .NET. Mais c'est vrai qu'avec le temps, avec les formations et tout, j'ai dû me mettre à beaucoup de choses et du coup, je travaille sur beaucoup de choses différentes, mais ça reste effectivement ma spécialité, le .NET. Comme tout le monde a une spécialité aussi, de toute façon. Même un full stack aura toujours une préférence sur du back-end ou du front-end, selon ce qu'il préfère. On a Nkamat, j'ai du mal à prononcer, pardon, qui nous dit salut, à quel moment peut-on se lancer en tant que freelance dans le dev? À quel TGM peut-on commencer? Alors, Antoine, est-ce que tu as une réponse à cette question? Alors, et, je prends la question dans deux sens. Si à quel moment ça veut dire à partir de quel âge, je suis la preuve existentielle qu'on peut se lancer dès qu'on a la majorité. Mhm. Première façon Alors, d'envoyer la question. si je me trompe Deuxième façon, pas, légalement, on peut au même niveau des commencer à compétences.
16 ans, je crois, Si on est l'autre émancipé, entreprise. ouais, Ouais, voilà. c'est ça. Donc on est émancipé, tout à fait. Et si la question c'était plutôt à quel moment, c'est-à-dire à quel moment on se sent capable au niveau des compétences, je dois dire que ça dépend un petit peu. Enfin, de mon point de vue, j'ai pas la réponse à tout, mais je pense que on peut se lancer en tant que freelance dev quand on est capable de, on a un projet en face, on est capable un petit peu d'imaginer quelles compétences on doit avoir, est-ce qu'on est capable d'estimer le temps qu'on va passer, est-ce qu'on est capable de voir ce qu'on va utiliser, quelles problématiques on risque de rencontrer. Si on est capable de faire ça et qu'on a déjà réalisé évidemment pas mal de projets de son côté, ça me semble pas mal. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Aurélien pourra compléter. Je termine juste sur Ouais. la partie TJM, à la limite. Ah, vas-y, je t'écoute. TJM, alors, c'est une grosse question, surtout quand on débute. Moi-même, j'ai eu cette question-là. Alors moi, c'est un petit peu particulier. Je considère que j'ai plusieurs TJM. Toutes les Mhm. prestations ne sont pas les mêmes, les clients ne sont pas les mêmes non plus, les risques ne sont pas les mêmes. Et les compétences pour certains domaines ne sont pas les mêmes. J'entends par là, je peux faire une prestation de freelance de simple site vitrine, comme une prestation de freelance de site beaucoup plus avancé où il y a des besoins d'authentification, de sécurité, de communication avec des API. Je considère que ce n'est pas les mêmes compétences qu'il faut, pas le même nombre d'années d'expérience, et que la conception va prendre plus de temps. Donc, je vais augmenter mon TJM pour ces prestations-là. Il faut se tenir à l'écoute du marché au niveau du TJM. Il y a des sites qui disent un petit peu le TJM par région. Alors, c'est pas une, comment dire, la Bible, hein. C'est pas la Bible, le Saint Graal des TJM, Alors, juste, mais je c'est une bonne précise, chose info. Oui, quelqu'un demande qu'est-ce que c'est le TJM, c'est le taux journalier moyen, c'est-à-dire combien on va facturer au client par jour. mm, c'est ça, tout à fait. Et puis TJM, voilà. Donc, il faut vraiment donc se tenir à l'écoute du TJM, on va dire à l'écoute du marché. Savoir au niveau de quel. Enfin, je reprends, je me suis perdu dans mes explications. Je disais en fonction du type de prestation, comme je disais, selon le niveau de compétence, le risque, le type de client. Et puis, ça va à peu près tout, en fait, pour choisir son TJM. Et puis aussi, il y a quand même la partie qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux gagner quand même. Cette partie-là est importante. Quels sont les investissements que je fais? Qu'est-ce que je propose? Et c'est avec ça que tu vas définir ton TJM selon moi. Aurélien, si tu veux compléter. Ouais, alors je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'irai même un petit peu plus loin que ça parce qu'il y a d'autres critères pour moi qui rentrent en compte, comme par exemple la pénibilité. Quand on nous Ouais, propose de faire un travail qui nous donne pas du tout envie, ben on va avoir tendance à donner un. Mais c'est vrai, ça fait rire, c'est vrai. mais Non, non, c'est réellement, vrai. on va augmenter un petit peu le TJM parce qu'on se dit, bah voilà, s'il veut vraiment que je le fasse, autant que je sois bien payé pour le faire, et sinon, bah tant pis, je trouverai autre chose. Quand on peut se le permettre, bien entendu, on va pas augmenter le TJM systématiquement si on n'a pas de quoi manger au début du mois. Mais voilà, il y a d'autres petites choses qui peuvent rentrer en compte. Au niveau des TJM, effectivement, on peut regarder, il y a pas mal de sites en ligne qui proposent des TJM par région, par département. Il y a des sites aussi comme Malte, par exemple, qui permettent de faire du freelance, sur lesquels on peut trouver plein de profils très différents, des juniors, des expérimentés. Et du coup, on peut se faire un peu une idée, sans avoir un TJM très précis, avoir au moins une fourchette. Et ce qu'on va voir souvent, c'est que des juniors qui font comment, du site vitrine ou du HTML, CSS assez classique, on va être sur du TJM entre 250, 300, 350. Quand il va commencer à y avoir du back-end, ça va augmenter peut-être jusque 400 pour un junior. Quand c'est quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, on va plus être entre 400 et 500. Un expert, c'est beaucoup plus compliqué quand on est expert. Parce que selon le domaine d'expertise, il y a aussi un autre critère qui rentre en compte dont tu n'as pas parlé, c'est la disponibilité. Parce que Exact. être expert sur un domaine, c'est bien, mais s'il y a 50 000 experts sur le même domaine en France, bah, au final, vous êtes remplaçable par n'importe qui. Par contre, si vous êtes expert sur un domaine où il n'y a que 10 experts en France et une forte demande, bah, vous êtes une ressource rare et du coup, la rareté de la ressource peut faire que vous pouvez augmenter votre TGM et être payé plus cher. Et justement, j'en viens à une phrase qui a été dite par quelqu'un tout à l'heure, juste après la question. Il y en a qui sont spécialistes COBOL, oh my god. Effectivement, le COBOL, ça ne vend pas du rêve du tout. C'est une vieille techno qui n'est pas très demandée. Mais il y a encore des vieilles architectures et des vieilles applications qui sont en COBOL. Souvent, c'est des applications très lourdes avec des gros besoins en performance et en fiabilité. Ça va être des applications bancaires et des choses comme ça. Je peux vous dire, j'ai déjà travaillé sur des choses comme ça, donc je connais.
Et le COBOL, bah, malheureusement, il n'y a plus personne qui veut l'apprendre vu que c'est une technologie qui est dépassée. Donc il y a très peu d'experts COBOL en France. Et ces personnes-là sont payées, je crois que c'est le langage le mieux payé en France. Je connaissais quelqu'un qui était expert COBOL et qui pouvait facturer 1 500 € la journée. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer dans le COBOL, hein, parce que c'est une technologie qui va être dépassée et d'ici. Enfin, C'est un digeste. ça fait 15 ans qu'on dit ça, mais d'ici 10 à 20 ans, normalement, tout le COBOL aura disparu, il n'y aura plus rien, donc ça sert à rien de se lancer dedans. Mais voilà, quelqu'un qui est vraiment expert en COBOL, qui a des années d'expérience en COBOL, peut être très bien payé pour ce qu'il fait. Ensuite, il y a quelqu'un qui demandait quelle est votre spécialisation après ces belles années d'expérience. Alors moi, de par mes études, en fait, c'est une spécialisation d'ingénieur en sécurité et technologie informatique, et avec là-dedans une spécialisation en cloud et IoT, c'est-à-dire un tas des objets connectés, tout ce qui est embarqué, tout ce qui communique à travers le cloud ou l'edge computing, en gros. Ça, c'est vraiment ma spécialisation. Alors, je descends un petit peu plus bas parce qu'il y a quelqu'un qui répondait aussi à ce que tu disais. Le Ouais, la Mexicain. géopolitique. Non, ouais, alors la géopolitique, t'as dit ça, mais je sais pas, je me rappelle pas que tu l'aies dit. J'ai pas dû Si, t'écouter. ouais. Parce- Ouais, la threat intelligence, c'était ça. Quand je dis géopolitique, c'est-à-dire rapidement, en gros, quand il y a une attaque sur un système, qu'on fait ensuite des analyses, c'est-à-dire que la réponse à un incident, une fois qu'on a calmé le problème, on essaie de savoir qui est-ce qui a attaqué. Et dans cette phase-là de qui est-ce qui a attaqué, il y a un petit peu de géopolitique. C'est-à-dire que comment on fait pour Hmm. déterminer qui peut nous avoir attaqué? On regarde un petit peu comment a la forme du code qui nous a attaqué, s'il y a eu un code en question. Quelle est la méthodologie d'attaque? On sait qu'il y a certains groupes qui attaquent d'une certaine manière. Il peut y avoir des enjeux étatiques, des enjeux de concurrence entre entreprises. Et donc, du coup, il y a parfois un peu de géopolitique sur les enjeux étatiques. Est-ce qu'un État aurait intérêt à faire tomber telle entreprise, etc., etc., etc. C'est pour ça que j'ai parlé de géopolitique rapidement dans le cadre de la threat intelligence. Et il y a quelqu'un qui disait, le Mexicain Antoine Creuset, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il faut savoir juger si on est vraiment capable de répondre aux besoins du client. Tout à fait. Ça fait partie des choses que tu as dit tout à l'heure, mais effectivement, c'est pas la seule chose. Être capable de répondre aux besoins du client, c'est une base, mais il faut être aussi capable, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, de savoir estimer combien de temps ça prendra. Parce que se dire, j'en suis capable, je vais le faire en 2 semaines, et au final, ça vous prend 6 mois, bah, c'est très problématique. Parce que soit vous allez facturer, alors il y a deux types de facturation qui existent, j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle, il y a la facturation au forfait et la facturation, ce qu'on appelle en régie. Mais en fait, le forfait, c'est le client vous donne un projet et vous dites j'en ai pour 2 semaines à le faire, donc je vous facture 2 semaines. Si vous mettez une semaine, bah tant mieux pour vous, vous êtes payé 2 semaines. Si vous mettez un mois, bah tant pis pour vous, vous êtes payé 2 semaines quand même. Ça, c'est la facturation au forfait. La facturation type régie, c'est facturer à l'heure, c'est-à-dire vous lui dites je vais mettre environ 2 semaines, vous mettez un mois, et ben le client vous paye un mois. Sauf que dans ce cas-là, il va pas être content quand même, parce que vous lui avez dit 2 semaines au début. Donc voilà, c'est hyper important de savoir aussi jauger ça, savoir du coup proposer au client est-ce que je vais le facturer au forfait ou pas, combien je vais lui facturer et qu'il puisse avoir une idée dès le début et bah, que aussi bien vous vous y retrouviez, que vous puissiez quand même vivre et pas passer des mois sur un projet que vous allez facturer 2 semaines et en même temps que le client n'ait pas à payer 3 fois plus que ce qui était prévu parce que sinon il ne fera jamais appel à vous. Ensuite, le Mexicain qui dit exactement, mais extrêmement recherché, ça doit être sur le COBOL, bah oui, dans le système bancaire. Et dans l'industrie, si je me trompe pas, par rapport à la sécurité, il n'y a pas de régulus qui nous dit c'est soit un russe, soit un coréen. Eh ben, pas que. Non, loin de là. Ouais, il y a beaucoup d'autres pays et États surtout qui peuvent faire des attaques. Ouais. Est-il possible de développer du web via un Raspberry Pi ou est-ce que la machine ne sera pas assez performante? C'est possible, mais ça dépend quoi, toujours. C'est ça, faire du web, et qu'est-ce que c'est que faire du web? Pour qui c'est accessible Mhm. aussi? C'est important pour qui c'est accessible. Si c'est que pour toi, pour gérer une plateforme domotique chez toi, ça sera largement suffisant. Mm. Si c'est une Raspberry Pi qui servira de serveur, ça risque d'être plus compliqué déjà. Pour 1 million de visites quotidiennes, et je pense qu'il va pas tenir, il va chauffer. Il va pas tenir, et puis surtout, si on le met en ligne, ça veut dire qu'il faut accès à Internet, donc il est Mm. connecté à ta box, donc il faut ouvrir ton réseau interne depuis Internet extérieur, donc il y a des problèmes de sécurité qui se posent aussi.
Ouais. Donc c'est bien en local, c'est bien pour tes amis, c'est bien pour un mini site à la limite. C'est plus compliqué si c'est pour être un site où tu vas vendre des choses, qui a vraiment vocation à être professionnel. Ensuite, le Mexicain, oui, si on s'est trompé dans l'estimation et qu'on a signé le cahier des charges et si on dépasse, c'est pour notre pomme. Bah, comme je disais, ça dépend si on fait du forfait ou pas. Ça va dépendre de type de contrat. La plupart du temps, en freelance, on a plus tendance à faire du forfait. Ça n'empêche Mm. pas que dans certains cas, on peut facturer aussi à l'heure. Ben, on a vite avancé. Je vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler avec nous? On est encore là une Ouais, demi-heure n'hésitez environ. pas. Mais ouais. Et toi, t'as déjà fait beaucoup de contrats de freelance du coup, Antoine? Étant donné que j'avais mes études quand même à côté, qui prenaient quand même un Hmm. petit peu de temps, étant donné que j'avais Open Classrooms aussi, qui prenaient un petit peu de temps, Un j'ai petit pas peu. eu énormément de contrats de freelance. J'ai eu peut-être une dizaine de sites web à faire sur mes 4 années de freelance, ouais, Hmm. de différentes tailles. Mm. Ouais. Alors, il y a pas de Régulus qui nous demande un avis sur les NFT si c'est pas trop hors sujet. Pas de souci. En tout cas, pour moi, ça va. Je Hmm. sors d'un cours où on a parlé cryptographie, blockchain et NFT. C'était mon dernier cours Ah de bah, l'année. Donc, vas-y. disons que c'est de cette circonstance. Alors, qu'est-ce que tu veux comme avis? Un avis sur est-ce que c'est une bonne idée d'investissement? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est sécurisé? Qu'est-ce que tu attends comme avis? Donc, je regarde ta réponse et puis j'y réponds juste après. Alors, moi j'ai un avis qui va être simple et rapide. Sur le papier, c'est pas une mauvaise idée. L'utilisation qui en est faite, c'est de la merde. À Mhm. peu près. Mais voilà, il y a 95% des NFT qui sont aujourd'hui en ligne, c'est des gens qui veulent se faire du pognon à partir de rien et qui te vendent rien en fait. Qui te vendent le droit de dire je possède rien. Hmm. Alors ouais, donc tu me demandes pas de Régulus si c'était viable. Viable d'ancrer, disons que, enfin, vu comment ça se vend, comme dit Aurélien, tu peux vite gagner de l'argent rapidement. Après, à savoir si c'est éthique, ça, c'est une autre question. À savoir qu'aujourd'hui, YouTube a annoncé que les créateurs de vidéos pourront vendre leur contenu sous forme de NFT. Le NFT, c'est bien parce que c'est basé sur la technologie blockchain et donc c'est immuable et donc c'est bien dans le cadre, par exemple, je pense à des héritages, etc. Il n'y aura pas de problème de recherche d'ancienneté, ce genre de choses. Et c'est à peu près le seul avantage que je vois, si c'est, enfin, la fiabilité, la recherche d'ancienneté, l'immuabilité, c'est les avantages de la blockchain de manière générale. Après, vu le coût que c'est à miner, les blocs. Et puis, vu le coût énergétique que c'est, et vu l'intérêt qu'il y a sur les NFT pour vendre des singes, par exemple, les Ape, je sais plus quoi, Ape Mutant, là, ça se vend des prix d'or, ça, des petites images de singes, pour accéder ensuite à des clubs élitistes auxquels tu peux accéder que si tu présentes ton NFT du petit singe. Bon, là, clairement, c'est peut-être un petit peu, disons, inintéressant. Ou en tout Ouais. cas, pas trop éthique. Et après, en créer, je pense que tu peux en créer autant que tu veux des NFT. Le, Ouais, le souci, c'est pas de les créer, le souci, c'est de trouver quelqu'un qui veut les acheter. exactement. Parce que tu peux créer tous les NFT que tu veux, mais faut qu'il y ait de la demande en face, quoi. Il faut réussir à créer la demande, comme certains le font. Oublier que c'est juste un titre de propriété, hein. C'est comme si tu vends ta musique à quelqu'un, si tu vends un tabouret que tu as créé à Mm. quelqu'un, le principe est le même. C'est juste que c'est ancré sur une blockchain après et qu'il y a une hype autour de ça, mais à la base, c'est juste un titre de propriété, un NFC, hein. Mm. As-tu été confronté à des problèmes de sécurité récemment, type faille, fuite, etc. Personnellement, non. J'ai pas été confronté à ça. Dans le cadre de mes cours, on a des études de cas, évidemment, d'attaques sur des sites. On entend beaucoup parler aussi d'attaques qu'il y a de manière générale. Il y en a eu une sur le ministère de la Justice il y a pas longtemps, qui s'avérait en fait être moins importante que ce qui était prévu. Donc c'était Logbit, je crois, l'attaque, ou BitLock, je sais jamais dans quel sens c'est mis. Mais en gros, c'est un malware et apparemment, ça a pénétré dans le système du ministère de Logbit 2.0. Parfait, c'est ça, Noémie. Mais pardon. Mais voilà, donc on en entend parler souvent. Il faut se tenir au courant, ça fait partie un petit peu de mes obligations en tant qu'ingénieur en sécurité informatique. C'est important. Personnellement, j'y ai pas été confronté. Et dans le cas de mes études, évidemment, qu'on voit des études de cas, que ce soit sur des attaques sur des PME, sur des États ou ce genre de choses. Ensuite, on a Nelkamat qui nous dit le problème de la crypto et des NFT, c'est la transparence. Libre à toi de participer à du financement opaque et donc probablement blanchiment d'argent et trafic d'êtres humains.
Alors là, c'est un petit peu plus polémique. On va peut-être pas trop rentrer dans ce sujet-là. Je dis pas que c'est faux. C'est souvent pas vrai en tout cas, mais c'est peut-être le cas aussi. Mais voilà, c'est pas. On n'est pas vraiment sur des discussions qui sont un peu plus politiques là que nous. On est vraiment sur de la technique. Hmm, Euh, et pas de Régulus qui nous répond c'est tout sauf pas que c'est une blockchain. Bah oui. tout à fait. Et Lockbit 2.0, oui, tu l'avais eu. C'est ça. Ouais. J'en avais même pas entendu parler de ça. Ingénieur en sécurité. Ah ouais, non. Moi, je sais développer de la sécurité, mais de la tester, c'est un autre niveau. Hmm. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? On a encore un petit peu de temps si vous voulez. Niveau sécurité, tu conseilles de faire attention à quoi quand on développe un site web? À tout? Non. Il y a- Euh, Je peux conseiller un truc de base, c'est aller voir le live qu'il a fait sur la sécurité web sur OWASP. Il y a un live qu'Antoine a fait sur Training Dev justement qui est sur OWASP, et OWASP il pourra vous en parler encore mieux que moi, il connaît bien mieux que moi. Mais en gros c'est la base, c'est 10 points de base, comment avoir un minimum de sécurité sur son site et éviter les failles courantes. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que, alors oui, déjà, merci pour le live. Vous pouvez aller le voir sans souci. Il est sur Training Dev. Mhm, Niveau de la sécurité, il y a quelque chose que je tente à rappeler quand même aux gens. C'est-à-dire que on n'a pas envie de se faire voler chez soi. Pour autant, est-ce que vous avez tous une porte blindée? Je ne crois pas. La sécurité, c'est surtout une question de, c'est de la gestion de risque. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des données à risque? Qu'est-ce qu'on risque si on se fait attaquer? Il faut vraiment se dire ça. Et donc, du coup, les moyens qu'on mettra derrière seront liés à ça. C'est vraiment très important. Il faut pas se dire: «Je vais créer une maison en métal de 10 mètres, les murs de 10 mètres». Ça dépend ce qu'on a à protéger. Mais je veux dire, pour un particulier, il y a pas besoin. Pour un artisan, il y a peut-être pas besoin de payer 1 million d'euros pour de la sécurité site web. Donc ça, déjà, c'est important de le préciser. Ensuite, quand on développe un site, quand on est du côté développeur, à quoi on doit faire attention? En fait, il faut se poser la question: où sont les points d'entrée des attaques? Clairement, ça va être, par exemple, les formulaires. Les formulaires sont des points d'entrée. On laisse mhm. des gens écrire des choses et notre système va les traiter. Donc c'est un point d'entrée. Donc là, ça va être bah, s'assurer que les champs, les données, les réponses aux champs de formulaire sont bien celles qu'on attend. Est-ce que c'est le bon format, etc. Si on manipule une base de données, ça va être évidemment limiter les injections SQL. Et de manière générale, les technologies, se renseigner sur les failles les plus courantes et regarder comment les protéger, le temps que ça prend de s'en prémunir, les moyens que ça demande de s'en prémunir, et donc choisir ce qu'on doit faire de manière privilégiée au niveau de la sécurité. Mais il y a un truc aussi que je dis souvent aux étudiants que je suis, un petit exemple justement qui est très pertinent par rapport à ça. La sécurité, par exemple, avec le hachage d'un mot de passe. Ça, vous avez peut-être déjà vu, quand on crée un compte, on hache le mot de passe pour l'enregistrer en base, ça évite que le mot de passe soit en clair. En Node.js, par exemple, on a une fonction qui est bcrypt.hash, auquel on passe un round salted pour hacher le truc. Et aujourd'hui, on estime qu'avec un ordinateur moyen de gamme, on peut forcer, on utilise ce qu'on appelle du brute force, donc pour tester en fait plein de combinaisons, et on peut réussir à récupérer un mot de passe et brute forcer ce mot de passe, et ça prend environ 20 ans. Tout ça pour dire, aucune sécurité est invulnérable. La sécurité absolue en informatique, je ne crois pas que ça existe. Enfin, il y a une seule sécurité absolue, c'est quand vous débranchez votre câble RJ45 et vous êtes plus Non, connecté à Internet. pas d'accord. Non, même pas. Non, au niveau de sécurité informatique, c'est faux pour 2 raisons. La sécurité informatique, c'est 3 piliers: traçabilité, intégrité, confidentialité, disponibilité. Tu éteins les serveurs, c'est plus disponible, donc c'est plus sécurisé, au terme de la définition stricte. D'accord. Et ensuite, un PC éteint peut quand même se faire pirater. Oui. À savoir qu'il y a eu des attaques qui se sont faites sur les ondes acoustiques. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des émetteurs à protons. Donc on peut déplacer des électrons dans le processeur, voir comment ça réagit et trouver ensuite des clés privées. Donc ça, c'est des attaques qui se font sur des PC éteints sans souci. Voilà. Mais là où je voulais en venir au final, même si tu as entièrement raison, j'étais pas au courant de ça, c'est quoi qu'on mette en place comme sécurité, il y a un moyen de passer outre. Mais le moyen pour passer outre va prendre plus ou moins de temps selon l'investissement qu'on a fait sur la sécurité. Et du coup, bah, investir beaucoup sur un site
vitrine qui présente pas grand-chose d'intéressant, ou sur un système bancaire qui gère les comptes en banque de centaines de millions de clients, bah, on va pas investir la même chose. Et du coup, on va pas complexifier le travail des hackers de la même façon. Et plus on va investir, et plus on va complexifier, et plus ça va prendre du temps et de l'énergie et de la ressource pour réussir à hacker. Et plus ça coûte de la ressource, et plus on a de chances que les hackers abandonnent tout simplement. C'est ça. C'est un peu ça le concept. Et j'expliquais ça avec le hash justement, parce qu'au final, le hash, on pense que c'est quelque chose d'invulnérable, mais non, c'est pas invulnérable, c'est juste que avec un ordinateur moyen, bah, il faut 20 ans pour réussir à hacker un hash. Et la plupart du temps, les gens abandonnent avant 20 ans. Euh, Ensuite, je le lis. Donc, Oui, oui. HTTPS, oui, ça en fait partie. HTTPS. Ouais, ça, c'est le certificat SSL. C'est pour Ouais. l'encryptage des données entre deux ordinateurs, pour éviter que quelqu'un intercepte les données entre deux. Ça va faire partie d'un live que j'ai prévu pour bientôt. Ensuite, on parle de pas SHA-1, bah oui, ça dépend. Il y a le SHA-256 qui est le plus utilisé, mais c'est pareil, mal utiliser SHA-256, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux savoir ce qu'on en fait. Ça dépend pourquoi, ouais. SHA, ça peut servir juste pour des preuves d'intégrité, c'est-à-dire on hash un document, on Hmm. l'envoie à quelqu'un, la personne compare le hash. Si c'est le bon, c'est-à-dire que le document n'a pas été modifié, il n'a pas perdu d'informations entre-temps. Pour ça, MD5 ou SHA-1, c'est très bien Bah, il y d'utiliser. a JWT aussi, je crois, qui utilise SHA-256 de base pour l'encryptage. JWT utilise SHA-256, tout à fait. Et voilà. Le cryptage de l'accès au DD est efficace? Point d'interrogation. Je te laisse répondre, Antoine. J'ai pas compris. Moi non On va s'y plus. prendre. Le cryptage de l'accès au DD. J'imagine que c'est le Alors, disque dur, mais ouais, et j'imagine que c'est le chiffrement. Le chiffrement de l'accès. En gros, est-ce que c'est bien d'avoir un disque dur chiffré? Si c'est ça la question, bah, c'est oui, bien c'est si toujours mieux. quelqu'un pique C'est juste plus l'ordinateur, long. je crois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui chope le disque dur et qui chope le disque dur seul ou alors dans l'ordi et que l'ordi est éteint, il faut un mot de passe pour déchiffrer le disque dur. Donc évidemment, s'il est chiffré, c'est plus difficile d'en ressortir les informations. Hmm. Mais ouais, c'est un truc qui est utilisé assez couramment en entreprise pour les PC d'entreprise qui restent dans l'entreprise, qui peut se faire cambrioler. Mm, Pour un PC perso, à moins d'avoir des données sensibles dessus, je suis pas sûr que ce soit indispensable. je suis assez d'accord. Ça dépend, voilà, ça dépend ce qu'on stocke, c'est toujours pareil. Faut évaluer les risques. Et il y a Noémie qui nous dit c'est ce qui m'arrivait dans mon ancienne entreprise, même éteint, ça a été piraté. Alors là, si même éteint ton PC était piraté, les hackers avaient de sacrés moyens. Hmm. Ou alors c'est parce qu'en fait, il était piraté avant d'être éteint, ce qui est plus probable. Ou alors piraté au moment où il s'est été allumé. C'est pas pareil. C'est le plus Alors probable. ouais, après, je connais pas tout loin de là, parce que Antoine s'y connaît mieux que moi aussi, mais je sais qu'il y a aussi des virus qui peuvent être mis en place sur les PC qui restent dormants pendant des mois, voire des années, et qui peuvent Exactement. être déclenchés à une date précise, et à cette date, ils vont se mettre en route au prochain lancement de la machine. Donc Mm. du coup, on éteint notre machine, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, alors que ça fait des mois qu'on est contaminé. Et au démarrage, là, le truc se lance et c'est la misère, et on se dit, bah, j'ai été hacké alors que mon PC a été éteint. Bah non. Ouais. Après, ça veut pas dire que c'est ça dont tu as été victime, mais ça fait partie des choses assez récurrentes avec le Rogue, entre autres, qui a fait beaucoup de ravages à une époque. Pour ceux que ça intéresse, PHP a mis en place une solution de cryptage, enfin une fonction password hash. Alors oui, ça c'est pour le hachage des mots de passe, avec un Ouais. password hash et un... Je sais plus comment ça s'appelle, le compare hash ou Password quelque chose comme ça. Verify. Code... Password Verify de Ouais, l'autre password côté. verify, c'est Ouais. ça. Avec cryptage en bcrypt ou Argon 21, un avis Antoine. Alors, de ce que j'ai pu lire, Argon est recommandé en 2021. Après, Bcrypt, c'est déjà pas mal. Ça utilise un salt dynamique. Il y a un nombre d'octets quand même assez conséquent. Après, de toute manière, le problème du hachage en général, c'est les attaques par brute force et les rainbow tables. On peut rien faire contre ça, quel que soit le chiffrement, hein. Donc bon. Justement, il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est limiter le nombre de requêtes consécutives. Et le simple fait de Exactement. limiter, par exemple, je dis un truc bête, hein, mais 10 tentatives de connexion par minute, ça va fortement ralentir un brute force. Et Ah oui.
Déjà qu'un brute force sur du Bcrypt avec un PC moyen, je disais environ 20 ans. Si vous vous limitez à 10 requêtes par minute, là, on arrive sur du 300-400 ans, je crois. Donc, c'est une mesure en plus qui peut ralentir et qui va décourager les hackers. Et recommandé par le WASP. Bah voilà. Oups, ouais. Est-ce possible d'être full remote dès son début de carrière? Full Je suis full remote, remote. oui. Alors ça, il y a encore 2 ans, non. C'était quasiment impossible. Mm. Pas totalement, c'était fortement improbable, on va dire. Avec la pandémie qu'il y a eu, dans le domaine de l'informatique en tout cas, il y a beaucoup plus de possibilités maintenant d'être full remote. C'est pas à la portée de tous non plus, c'est pas nécessairement facile, je sais pas si tu pourras confirmer Antoine, mais être tout seul toute la journée quand on débute, avoir personne qui nous encadre, des fois ça peut être un peu compliqué, on peut avoir besoin d'aide, on peut avoir besoin de choses, et ça peut être Ouais. vite déprimant et on peut vite se sentir submergé aussi. Et seul. Rien que pour l'intégration d'entreprise, Hmm. on n'est pas forcément mis dans les discussions, on a l'impression que ça communique pas. C'est-à-dire qu'on a posé une question et finalement un autre interlocuteur repose la même question plus tard. Au début, c'est un peu compliqué, je dirais. J'avais un petit peu de chance, c'est que mon premier stage était full remote. L'année dernière, stage de 6 mois dans le cadre de mes études d'ingénieur était full remote. C'est une entreprise de sécurité réseau, mais c'était sur du développement. C'est un domaine que je faisais déjà depuis quelques années, donc au niveau technique, j'avais pas besoin d'un accompagnement particulier. Mais rien que pour l'intégration, je me suis rendu compte que oui, au début, ça peut être un peu difficile. On n'ose pas aller vers les gens, on a peur de les déranger, on n'est pas mis dans la boucle comme un vrai salarié sur place, disons. C'est un petit peu plus difficile. Et puis l'aspect tout seul, c'est vrai qu'il faut le supporter aussi, être tout seul dans son bureau toute la journée. Bah, des fois, c'est un peu pénible. Après, c'est pas impossible hein, si vous avez la motivation et Mm. que vous êtes entouré, même si vous avez rien qu'un réseau d'étudiants, de mentors ou de personnes qui s'y connaissent dans le développement à qui vous discutez régulièrement, bah ça peut être déjà ça pour pouvoir échanger sur vos projets, échanger sur vos difficultés et avoir des gens qui vous donnent un petit coup de pouce, une petite ressource de temps en temps, ça peut aider. Tout à Euh, fait. Il y a un petit truc en plus aussi au niveau. Alors, c'est peut-être pas juste le full remote, mais sur le freelance, c'est qu'il y a on avait posé la question tout à l'heure, hein, mais il y a un côté administratif qui peut être compliqué aussi au début. Ça demande beaucoup de. Comment dire? Je trouve pas le mot. Aide-moi, Antoine. De communication. Alors, je sais pas Non, si c'est ça mais que tu as de comme faire problème, mais attention et de toujours bien faire les trucs dans les temps. ça demande, oui, d'être responsable, c'est pas tellement Ouais. le mot, d'être organisé peut-être. Ouais, Ouais, organiser, ça me paraît bien. c'est pas mal. Ça demande de l'organisation et d'être assez strict justement sur la façon dont on fait les choses et pas oublier, pas rater, pas se tromper. C'est ça. Mais après, c'est pas très compliqué, on trouve facilement des ressources en ligne qui expliquent tout ça et on s'y fait assez facilement. De la rigueur, dit le Mexicain, de la Rigueur, précaution, ouais, c'est c'est ça. exactement le mot que De je la cherchais, rigueur. rigueur. Merci, le Mexicain. On a OneDev qui nous demande dans le cadre d'un site e-commerce ou d'un site de médias, quelles seraient les recommandations en matière de sécurité pour le dev. Alors moi, il y aurait un truc que j'ai tendance à dire dont on n'a pas parlé. Alors toujours OWASP, de toute façon, quel que soit votre site, dès qu'il y a un petit peu de dynamique, OWASP. Mm. Un truc en plus qui peut être une solution facile, rapide et qui peut sauver de pas mal de situations, c'est de mettre en place des snapshots. Sur votre serveur, mettez en place en fait un système de sauvegarde et de backup de votre code et de votre base de données. Ça va pas nécessairement empêcher les attaques, mais le jour où vous avez un problème, que vous avez été attaqué, quelqu'un a pourri votre code, supprimé des trucs, ou même votre serveur a brûlé et vous avez tout perdu, bah au moins vous avez un backup et vous pouvez rapidement remettre les choses en ligne et avoir un site qui est à nouveau fonctionnel sans complication. Et faites pas l'erreur de faire un backup que vous mettez sur le même serveur. Jamais sur le même serveur un backup. Jamais. On l'a vu chez OVH il y a quelques mois, ils ont un data center qui a brûlé et les backups étaient dans le même data center. Sur un autre serveur, mais dans le même data center, et ben il y a plein de gens qui ont tout perdu. Voilà. Je sais pas si tu veux compléter après sur la sécurité pour un Ouais, c'est site. ça, site e-commerce, site de médias, quel que soit le site. Comme j'ai dit, estimer les enjeux, les risques, et ensuite se renseigner sur les attaques possibles selon les technologies, Hmm. voir ce qu'on met, et évidemment, en référentiel, OWASP, top 10 pardon, OWASP, c'est vraiment le plus important. Et un petit truc en plus aussi, si vous faites un site e-commerce, normalement c'est un site où il va y avoir du paiement.
Lisez bien la doc de l'API de paiement que vous utilisez. L'utilisez pas n'importe comment. Parce que les API de Non, paiement. vécu. Non, mais moi, justement, j'ai déjà bien travaillé sur ces trucs-là. Les API de paiement sont sécurisés normalement. Mais si on les utilise bien, si on les utilise mal, on peut vite foirer une faille de. Enfin, foirer une sécurité qui est mise en place par l'API. Donc, faut pas faire n'importe quoi avec ça. Bien lire la doc et savoir comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on fait et être conscient de ça. On a Jim75, première fois sur le chat, bienvenue à toi. Comment bien anticiper la vie professionnelle après une école ou une formation lorsqu'on n'a pas d'expérience pro? Alors ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Antoine, je te laisse donner ton avis. Voilà, d'anticiper la vie professionnelle après une école ou une formation lorsqu'on n'a pas d'expérience pro. Euh, il faut plusieurs choses. Être conscient de nos compétences, comme je le disais. Je pense que c'est important. Savoir sur quoi on est capable de postuler, sur quoi on n'est pas capable. De plus en plus, il y a le souci du bien-être au travail. Alors, je ne vais Mhm. pas rentrer dans les détails, mais déjà faire un métier qui nous plaît, c'est important. Dans une entreprise qui partage à peu près nos valeurs, c'est important. Très Avec une bonne important, je ambiance, dirais. c'est important aussi. C'est important. Exactement. Après, il faut aussi, je relis la question en même temps, après une école ou une formation, est-ce qu'on n'a pas d'expérience pro? Après, ben si, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire du freelancing ou pas. Si tu veux faire du freelancing, on en a déjà un petit peu parlé, je reviendrai pas dessus. Si tu veux rentrer dans une entreprise, il faut pas hésiter. Déjà, premier point. Si tu vois une offre d'emploi qui te plaît, si tu as les compétences, vas-y. En tout cas sur le Oui, papier. Normalement, tu n'as pas toutes les compétences. De ce qu'on m'a appris dans mon école, les oui. entreprises demandent toujours plus que ce qu'ils ont besoin et en tout cas plus que ce qu'une personne normalement constituée peut apprendre parfaitement pour trier les candidats à la volée déjà, première chose, et de deux, alors après ça ce sont des oui-dire au sein de mon école, c'est aussi pour négocier le salaire. Mhm. Si le poste est à par exemple 30 cas par an et qu'on te dit bah oui mais nous on voulait tout ça pour 30 cas par an, vous avez que ces 8 points là sur 10 donc on va vous proposer 26. Ça peut être le cas aussi. Bon, donc ne pas hésiter à postuler à des offres d'emploi qui nous plaisent même si on n'a pas toutes les compétences. Et- Et si on sent qu'un domaine nous plaît mais qu'on n'a pas toutes les compétences, ne pas hésiter à continuer de se former, à faire des mini-projets. Vraiment, c'est important ça. Passer des certifications reconnues, par exemple. Alors, pas besoin de passer une formation Cloud Architect chez Amazon en sortie d'études, hein, par exemple. Ça coûte une blinde, c'est compliqué, c'est pas forcément très utile en début de carrière. Mais des petites formations, des petites certifications par-ci par-là, par étape, tout simplement pour confirmer et ne pas hésiter à s'entraîner. Si on vise un GAFAM, par exemple, on sait qu'il y aura des tests d'algorithmique, et bien faire du coding game, faire du euh, coding, du code shell, non, je sais plus comment s'appelle le site. Enfin Coding bref, Dojo aussi. ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, s'entraîner, 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 se préparer. Voilà pour moi. Je vais compléter un petit peu parce que ce que tu dis, on en a déjà parlé à plusieurs Friday, c'est le cas. Il faut pas hésiter à postuler et c'est pas qu'une rumeur dans ton école. Dans les entreprises, on cherche toujours le mouton à 5 pattes et même souvent 6 ou 7. Une entreprise, quand elle poste une offre d'emploi, si la personne a déjà 50% des compétences, elle est potentiellement embauchable. 50% des compétences, hein, la moitié. Même au niveau de l'expérience, une entreprise qui cherche quelqu'un qui est junior avec 1 à 2 ans d'expérience, si vous en avez zéro, vous pouvez tenter votre chance aussi. C'est pas parce qu'ils veulent 2 ans d'expérience qu'ils veulent absolument, impérativement 2 ans d'expérience. Ils vont peut-être trouver des gens qui ont 2 ans d'expérience mais pas les compétences, ou vous qui avez les compétences mais pas les expériences. Donc ils vont plus se diriger vers vous. Le salaire, effectivement, c'est toujours le point difficile à négocier, mais bon, c'est de la négociation. Et les entreprises veulent toujours plus, toujours moins cher, avec toujours plus d'expérience, mais payé encore moins cher. C'est normal, faut pas hésiter, faut forcer le destin un peu. Alors, il y a un truc que je dis beaucoup aussi, c'est qu'il y a beaucoup de demandes dans l'informatique, il y a beaucoup de besoins, il y a plus de besoins que de personnes disponibles. Le problème, c'est que la majorité des besoins, c'est des gens d'expérience qui demandent. Et d'un autre côté, on a beaucoup de juniors qui n'arrivent pas à trouver du boulot parce qu'on leur demande de l'expérience. C'est contradictoire, mais une entreprise, enfin la plupart des entreprises en tout cas, hésiteront pas à recruter quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'expérience, mais qui arrive à se démarquer quand même. Et c'est ça qui est important aussi, c'est réussir à se démarquer, et ça revient à peu près à ce qu'Antoine a dit aussi, c'est faire des petits projets, faire des choses, alimenter votre GitHub avec des petits trucs,
Faites-vous un portfolio avec tous vos projets. Faites-vous un CV en ligne avec les dernières technologies. Et, voilà. N'hésitez pas à pratiquer, à découvrir des nouvelles choses et surtout à les mettre en avant. Sur LinkedIn, vous pouvez mettre votre repo GitHub ou vous pouvez mettre votre site dans votre profil. Les recruteurs pourront aller voir ce que vous faites, ce dont vous êtes capable. Et quand ils voient un profil avec un nom, une formation, un diplôme et rien d'autre, ou de l'autre côté, un mec qui poste régulièrement, qui participe, qui a son repo GitHub avec 10 projets dessus, qui a son portfolio en ligne et tout, bah ça fait la différence et c'est comme ça qu'ils peuvent vous recruter. Et le dernier point qui est hyper important aussi, de plus en plus aujourd'hui, c'est le réseau. Et les recrutements se font de moins en moins par l'entreprise postule une offre et quelqu'un y répond. Et ça se fait de plus en plus par l'entreprise communique une offre à un réseau qui va le repartager et quelqu'un dans le réseau va tomber dessus et ça va remonter le réseau et on va réussir à rentrer en contact comme ça. Donc faut développer votre réseau sur LinkedIn et sur d'autres outils. LinkedIn c'est le plus utilisé. Et il faut avoir plein de relations et il faut être actif. Ça ne veut pas dire que 8 heures par jour non plus, mais 15 minutes tous les jours pour jeter un œil, mettre à jour, publier un petit post ou liker un autre post, voilà. Pour les petits projets, il y a un site qui est sorti que j'ai trouvé du gouvernement qui s'appelle beta.gouv.fr. Ça propose des projets en fait à réaliser par des freelances en général pour des petits contrats, 3 4 mois, qui permettent d'avoir une vraie plus-value sur le CV et qui sont des projets d'intérêt commun en fait, d'intérêt public. Et il y avait des projets vraiment intéressants. Pour le coup, si j'avais plus de temps, j'aurais sûrement postulé. J'ai pas le temps. Mm. Mais c'était intéressant, ça semble hyper bien pour des juniors et pour avoir une première expérience parce qu'on est freelance, mais on travaille avec une équipe en fait derrière, avec une équipe avec un lead dev, avec un chef de projet, avec un dev, avec un web designer ou ce genre de choses. C'est hyper intéressant. Et deuxième chose concernant les sites, alors oui, LinkedIn, et au niveau du web et pour ma part de la sécurité informatique, l'APEC français, et c'est pas mal non plus. Mm. Lesjeudis.com aussi, je rajoute ça. Lesjeudis.com, c'est l'équivalent de Monster, mais pour l'informatique. Ils font que de l'informatique. Voilà. Alors, Euh, le lien, je vais mettre le lien Tu peux pas mettre le lien dans Twitch, les dans liens le sont chat. Ah, refusés. il voudra pas? Non. Eh ben, Hum, beta.gouv.fr, juste comme ça. Voilà. Voilà. Ça met des étoiles dès qu'on met le lien. Ah, Beta. t'as mis des étoiles là? Ouais, ouais. Ah mince. On peut pas mettre dans le chat. Mais n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez qu'on vous redonne des liens dont on a parlé. On pourra vous mettre ça directement sur Discord. On va enchaîner un petit peu avec les derniers points et après on va en rester là parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. Quelqu'un qui nous dit précaution, ça devait être par rapport à quelque chose qu'on est en train de dire. Donc Et par précaution rapport au aussi. freelancing, il fallait être rigoureux, Oui. Ah oui, précautionneux. la rigueur. Des Friday chaque vendredi, ça aide. Bah, j'espère. Nous, c'est le but aussi qu'on puisse Mm. répondre à vos questions, vos angoisses, vos inquiétudes, tout ça. Et vos curiosités aussi. Surtout la curiosité, on en revient. Mhm. Qu'est-ce que c'est un bon Tout développeur? à C'est fait. quelqu'un de curieux. C'est comme pour certains d'entre nous en formation. Heureusement qu'il y a vos lives et des Discords, ça rend le travail plus humain. Bah oui. C'est C'est le but gentil. aussi de pouvoir échanger, hein, pas rester chacun dans son coin. Organisation, ouais, de rien les amis, de la rigueur toujours, de la rigueur. Le petit incendie d'OVH a fait du mal à beaucoup de devs qui n'ont pas fait de save par exemple en local, et oui. Ou plutôt du mal à beaucoup de sociétés aussi. Le pire, c'est que les jobs qui demandent des fronts qui maîtrisent du Python, je dead. Oui, bah ça, moi j'ai déjà vu des offres de développeurs full stack junior, rien que ça en soi c'est une aberration. Parce que je rappelle, le full stack, c'est un développeur qui a à la fois de la maîtrise côté back et côté front, de par son expérience, et qui connaît un peu l'architecture et la communication. Donc, développeur full stack junior, ça n'existe pas. Le beurre, l'argent du beurre et l'océan de la crémière, bah oui. Après, il y a des entreprises très bien, on trouve de tout, hein. C'est pas ce qu'on dit, c'est plutôt vrai, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Pour autant, moi j'ai eu ma première entreprise dans laquelle ça s'est pas super bien passé. Quand j'ai changé pour passer dans une autre, j'ai demandé un salaire de X. Ils m'ont dit bah on va vous payer X plus 1. Ils m'ont donné plus que ce que j'avais demandé. C'est des choses qui peuvent arriver, ça dépend sur qui on tombe, dans quelles conditions, voilà. C'est quoi le lien Antoine? Bah ça on vous le donnera éventuellement sur Discord si vous ne l'avez pas encore Je compris. vais le mettre. beta.gouv.fr.
Bonne astuce, ça m'intéresse aussi. Betago.fr, je me suis gouré, trop bonne idée. Première fois pour moi, j'ai adoré, merci. Et ben, avec plaisir, n'hésite pas, il y a les anciens FryDev qu'on a fait depuis le début de l'année qui sont tous dispo sur Training Dev. Tu peux aller les revoir et il y en aura un autre la semaine prochaine avec Lionel Hermans. Ah, Je ferai. Ah, tu connais aussi. Et je ferai l'annonce, ça sera disponible sur le site ce week-end. Merci pour le témoignage, c'était top. Bah, merci à vous tous d'avoir été présents. Beaucoup d'activités aujourd'hui, beaucoup de questions. C'est toujours mieux quand c'est mhm, comme ça. c'était intéressant. S'il y a une dernière question pour la route, on la prend. Et Ouais, sinon, on vous laissera là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Comme je l'ai dit, il y aura plein d'autres Fridev. J'essaie de tenir mon planning, ça va être compliqué, mais un Fridev tous les vendredis, sans exception. Et je vais. Là, en fait, j'ai pas mal de personnes qui sont dispo pour le mois d'avril. C'est pour le mois de mars où j'ai un peu des trous pour l'instant, mais bon, on verra ça. Une bonne je fais un petite peu de pause. pub. Le Ouais. dernier cours sur Training Dev est sorti concernant Laravel 9, la dernière version du Hmm. framework PHP connu à l'international. Le framework est sorti, la version est sortie mardi, Training Dev est sorti le tutoriel mercredi. Donc, si vous voulez vous former sur le sujet, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce qu'on appelle de la réactivité. Du levé Et tôt aussi. je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, mais j'ai encore pris un peu de retard. Là, il y a tout le design des cours, des tutos qui a été entièrement revu. Ce matin, j'ai mis en ligne aussi le nouveau design pour les news qui était quasiment illisible. Là, normalement, elles sont bien mieux maintenant, les news. Et il va y avoir aussi les événements qui va être fait. Ça va être mis en ligne dans la soirée. Et on va avoir la semaine prochaine plusieurs choses qui vont sortir d'un coup. Une petite nouveauté. Antoine est en train de préparer le premier d'ailleurs. On va avoir des quiz dans les cours. Ah oui, ça y est, je l'ai préparé. Alors, pas dans tous, ça va venir progressivement, mais on va maintenant avoir dans certains cours un quiz QCM auquel vous pouvez répondre et essayer de voir votre niveau. Et du coup, ça va apparaître sur pas mal de cours. On va essayer d'en ajouter sur les cours déjà existants aussi. Il va y avoir un live que je vais faire en début de semaine qui va être sur. Je ne me rappelle plus, un truc hyper important, le templating en JavaScript. On va faire du templating avec l'interpolation de variables. Et surtout, Mhm. on va voir en fait la différence entre la méthode createElement et la méthode en templating, les différences en termes de performance et comment optimiser au mieux les performances avec du templating. Et après, des cours PHP, MySQL et tout, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ils sont presque prêts, ils vont bientôt sortir. Il y a le Mexicain, est-ce que tu en as un sur Vue en V3? Bah oui, les cours Vue.js ont été faits par Antoine, ils sont sur Training Dev sur le Vue 3. Il y en a un, 2, 3, 4 sur Vue.js. C'est sur Vue.js, enfin sur Vue.js 3, le On a, mexicain. on a peut-être pas précisé dans le titre, faudrait peut-être qu'on le précise que c'est Vue.js 3. Ouais, c'est marqué dedans, ouais, Ah tout à d'accord, fait. bon. Ouais. Là, je suis en train d'envoyer les liens justement sur le Discord et puis il m'a demandé en privé, je pense que il est en D'accord. train de recevoir les liens là. Ouais. Et dernier petit truc, si jamais vous avez des demandes particulières par rapport à des technos ou des outils en particulier, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, que ce soit sur le Discord ou sur Training Dev via le formulaire de contact. Moi, Mhm. en tout cas, je les réceptionne tous sur le formulaire de contact. Discord, Antoine y a accès aussi, donc il pourra les Ouais, récupérer. On fait le tri, et si on voit qu'il y a des demandes qui sont récurrentes, c'est des sujets qu'on va essayer de traiter en priorité. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des suggestions ou des demandes, on prend. exactement. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Antoine d'être venu. Merci Euh, à toi, on refait ça quand tu veux. avec Et plaisir. je vous souhaite une bonne journée à tous, bon courage, et on se revoit la semaine prochaine pour les prochains lives. Bonne fin de journée à tous. Salut.